Vous écoutez le podcast Marketing du cabinet comptable et dans ce sixième épisode, j'accueille Gaël Mourad, expert comptable spécialiste en audit des systèmes d'information et data analyse. Et comme vous vous en doutez, bien sûr, nous aborderons ensemble le sujet des compétences spécialisées et leur attrait d'un point de vue marketing. Alors, vous êtes prêts? Let's go! Bonjour et bienvenue, je suis Florian Dufour et je suis ravi de vous recevoir sur le podcast Marketing du cabinet comptable. À chaque épisode, je vous propose d'aborder, au travers d'études de cas et d'interviews de confrères, les stratégies et techniques marketing qui fonctionnent dans la profession, pour ainsi vous permettre de faire rayonner à votre tour votre cabinet d'expertise comptable. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on a la chance de retrouver Gaël Mourad qui va nous parler un petit peu de son activité et des compétences spécialisées. Bonjour Gaël. Bonjour Florian, bonjour tout le monde, ravie d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir partager mon expérience. Eh ben nous c'est pareil et on va commencer dans le dur. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Alors tout à fait, donc Gaëlle Mourad, je suis originaire de la région nantaise. J'ai une double compétence, on va dire, pour le cursus scolaire, puisque j'ai fait une école de commerce nantaise et le cursus expertise comptable, avec à l'époque les anciens diplômes, donc DPECF, DECF, DESCF. J'avais déjà une appétence pour tout ce qui était un petit peu tech, numérique, puisque j'avais pris une option informatique au lycée. Et puis, pour mon stage expert comptable à la sortie de l'école, j'ai eu la chance de pouvoir bouger déjà, puisque je suis partie en région Languedoc-Roussillon. Et je suis arrivée dans un cabinet qui était centre de compétences Sage, donc déjà sur les logiciels de gestion, etc. Et qui avait aussi une compétence sur un logiciel sur AS400, qui était la mini informatique et donc des environnements déjà complexes, on va dire, en termes de données. Donc, super, j'ai pas regretté. Pour compléter l'histoire, il y avait dans les locaux du cabinet une société qui s'appelle ITsoft et que vous connaissez aujourd'hui pour l'application qu'elle développe qui s'appelle Use. Donc en fait, il y a 23 ans, je baignais déjà dans un univers de data, d'ossérisation et de données. Donc c'était un peu ce qui a conduit aussi le reste de mon parcours. Pour des raisons personnelles, je suis partie en région PACA derrière. Là, j'ai eu l'occasion de découvrir le commissariat aux comptes et bah, c'était pas du tout mon truc. Le côté relation légale plus que contractuelle me correspondait pas. Toujours pour des raisons personnelles, retour en région nantaise, cabinet beaucoup plus traditionnel, généraliste. C'est bien de le découvrir, mais ça m'a permis d'affiner mes choix professionnels et de me rendre compte que le côté techno, process, data avait une importance pour moi. Et j'ai eu l'opportunité de rejoindre un de mes anciens professeurs qui avait fait un choix marketing lui aussi, puisque il avait spécialisé son cabinet sur la location meublée. D'accord. Donc, on avait exclusivement, et je dis bien exclusivement, j'insiste, que des loueurs en meublé dans le cabinet. Donc, quand je suis arrivée en 2010, il y avait à peu près 3000 clients, 10-12 collaborateurs et une forte croissance à venir. Du coup, j'ai contribué à la dématérialisation des process, à la digitalisation, au développement d'un outil interne au cabinet, au détournement d'outils d'édition automatisés pour arriver à faire des feuilles de conseil automatisées selon les dossiers. Mais tout ça n'a été rendu possible que par l'exploitation des data et par l'enrichissement de data pour chaque client, en fait. Je retrace tout ça parce que c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis allée sur des compétences spécialisées autour de la data. Et puis finalement, après cette expérience-là, j'ai eu envie d'indépendance et de m'essayer à l'exercice de l'entrepreneuriat. Du coup, j'avais plusieurs choix stratégiques par rapport à mon cabinet, mais je pense qu'on va les évoquer dans la suite du podcast. Et aujourd'hui, tu es président de la commission transition numérique pour les Pays de la Loire? Exactement. Alors ça, j'étais déjà personne qualifiée à la mandature précédente, c'est-à-dire non élue à l'ordre, mais où on était venu me demander d'accompagner la commission transition numérique. Et quand il y a eu les listes qui ont été établies pour les dernières élections, Yannick Murzo, qui est l'actuel président, m'a demandé de rejoindre la liste, en fait, en ayant en tête que je pourrais reprendre la présidence de cette commission transition numérique. Elle a plusieurs vocations, cette commission. Moi, j'ai envie de faire rayonner l'image des experts comptables auprès des entreprises
comme étant, des interlocuteurs fiables, sur tout ce qui est, transition, digitale, accès à la data, développement de l'utilisation de la data dans les entreprises. Donc du coup, cette année, on a participé à plein d'événements au niveau de la région pour, permettre d'identifier les experts comptables comme interlocuteurs potentiels. Et puis de l'autre côté, il y a l'idée d'emporter tous les confrères et toutes les consoeurs dans la bascule du numérique et l'utilisation de la data. Donc du coup, on fait des webinaires et là, on va relancer le club tech en présentiel au mois de décembre. C'est bien, ça donne l'activité et ça fait monter en puissance justement sur ces domaines de data, la profession. On va parler directement des compétences spécialisées, c'est pour ça que je suis venu te voir. Je voulais savoir pourquoi tu as choisi de matérialiser ton savoir avec les compétences spécialisées? Est-ce que c'est, d'un point de vue stratégique, pour l'image de ton cabinet ou pour prévenir l'avenir peut-être? Ah, en fait, il y a plusieurs points. Les compétences que j'ai développées, je les ai énormément développées sur de l'expérience professionnelle tout au long des années. Elles ont été matérialisées par une ou 2 formations, mais pas plus. C'est beaucoup des choses que j'ai appris sur le tas, en m'investissant sur les projets, en comment dire? En échangeant avec tous les partenaires que j'ai pu avoir. Donc il y avait une volonté de le matérialiser une fois pour toutes. Ça, c'était déjà pour moi, en fait, à titre personnel. Il y avait, aussi pour l'image, clairement, le faire savoir à l'extérieur. Et puis, même si je suis, reconnue pour cet aspect dans ma région, c'était aussi un moyen de l'afficher de manière plus large et en dehors du cercle des experts comptables qui me connaissent. D'accord, pour avoir peut-être aussi un rayonnement en France pour des potentiels clients? Pourquoi pas, en France? Puis, il y avait aussi le côté de le pouvoir l'afficher face aux TPE, PME que j'ai en face de moi et où du coup je leur mets en avant que je peux les accompagner sur d'autres choses que, valider, les bilans, les comptes de résultats et les liasses fiscales, quoi. Ça te donne une certaine, on va dire, une légitimité, on va dire. On peut faire voir aux clients: «Voilà, je suis certifié». Tout à fait et en plus, comme on peut communiquer sur ces compétences spécialisées, ça me permet aussi, d'utiliser ça en vecteur de communication. Est-ce que tu fais un travail spécifique, en termes de marketing pour mettre en avant justement ta démarche de compétences spécialisées? Alors, marketing, en tant que tel, je saurais pas te dire. Je suis pas une spécialiste de tout ça, j'y vais beaucoup au feeling, donc faudrait peut-être que je suive des formations d'ailleurs. J'ai mis sur mon site internet les 3 offres que propose mon cabinet Axonum. Il y a, la partie accompagnement des TPE-PME, sur lequel j'insiste sur, l'idée d'avoir recours au digital. Clairement, dans ma stratégie, quelqu'un qui arriverait avec du papier et quelqu'un que je ne valide pas, comme étant un client potentiel pour moi, j'ai tendance à l'orienter vers d'autres confrères. Par contre, j'insiste sur le fait que je peux l'aider sur, les flux à faire, rentrer dans son entreprise et ce qui a un intérêt pour lui en termes de KPI après et d'études, pour le pilotage de son activité. J'insiste plus là-dessus et du coup, il y a 2 autres volets à mon activité sur le cabinet. Il y a l'accompagnement de confrères et de consoeurs sur la transformation de leur métier. Donc du coup, mes compétences spécialisées, là, c'est intéressant de pouvoir les mettre en avant. Après, j'ai aussi des façons d'aborder les choses dans lesquelles je replace toujours l'humain au centre, que ce soit le client externe, celui qui paye les honoraires, mais que ce soit aussi le client interne, c'est-à-dire les équipes de collaborateurs qu'il ne faut pas oublier dans toutes ces démarches. Et puis la troisième facette où je peux mettre en avant mes compétences spécialisées typiques et enfin, qui ont une typologie particulière, c'est quand je suis en relation avec des éditeurs de solutions ou des agences de communication qui me demandent d'intervenir sur la transformation du métier, d'aider à la rédaction d'articles ou à des lignes éditoriales en fait. D'accord, bah, ça te fait pas mal, d'occupations et tu peux nous les rappeler un petit peu toutes tes compétences spécialisées? Alors en fait, j'en ai fait reconnaître deux, data analyse et audit des systèmes d'information. D'accord. Comment ça s'est passé? Tu été auprès du conseil régional, il a fallu que tu prouves certaines choses? Alors exactement, ça a été un petit peu long parce que comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas de diplôme à proprement parler à part, 1 ou 2 formations, mais plus un parcours, d'expérience et j'ai saisi l'opportunité de les faire reconnaître à l'époque où le portail, informatique national a été lancé. Donc je pense que j'étais une des premières à me saisir de cet outil. Du coup, ça a mis quasiment 1 an au conseil régional d'étudier mon dossier sur ces 2 aspects-là, de me demander des informations complémentaires.
Parce qu'il faut savoir que, donc on doit justifier de nos compétences techniques, on doit pouvoir justifier du temps qu'on y a consacré. Comme moi, j'y avais consacré plus de temps sur de l'interne au cabinet que sur de l'externe facturable à des clients. Du coup, il a fallu que je le justifie, qu'on en discute. Donc oui, un parcours un peu de longue haleine, mais très profitable, au final. Et donc du coup, qu'est-ce que tu as mis de concret toi dans tes compétences, dans ton cabinet? Tu m'as parlé de tes 3 offres. J'ai remarqué que tu communiquais énormément là-dessus, sur ce domaine-là. C'est un point important pour toi de communiquer? Bah, de garder cette, image de marque en fait, d'expert comptable, «atypique» entre guillemets et très orienté, data, technologie et numérique, ouais. Du coup, tu, choisis un petit peu les clientèles ou tu essayes de prendre tout le monde? Ah non, je choisis, ma clientèle. C'est une discussion que j'ai d'ailleurs eue avec des confrères qui se sont installés comme moi ex nihilo il y a peu de temps et qui quelquefois on est rattrapé en fait. On a peur de pas avoir assez d'honoraires, Oui. on se demande si on fait bien de choisir nos clients. Et ce que je constate, c'est que dans ceux qui ont essayé d'élargir le prisme par rapport à ce qui s'était fixé au départ, il y a un moment où ils le regrettent en fait. Parce qu'ils se trouvent emportés sur une ligne qui n'est pas celle qu'ils avaient définie au départ et ça leur fait perdre du temps, ça leur fait perdre de la rentabilité et moi c'est ce que je veux pas en fait. Comme j'ai beaucoup d'activités comment dire au quotidien, je veux pas avoir le risque de cette perte de temps. Donc je préfère avoir moins de clients mais qui soient bien dans la cible que je me suis fixée au départ. Mmh, tu raison, il vaut mieux, se concentrer sur ce qui nous plaît déjà. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent, j'en ai eu avec plusieurs confrères de quand on se lance ex nihilo, on a souvent peur, voilà, de manquer de clients. Mais voilà, on peut voir que ça fonctionne pour certains, peut-être pas pour tout le monde, mais au moins c'est une bonne solution. Moi, c'est celle-là que j'aurais opté. Est-ce que tu as travaillé tes prix, par exemple, vu que c'est des offres un peu spécifiques? Alors sur, la partie client TPE, PME, pour l'instant, comme j'ai plus une cible qui est, presque du freelance en fait. Ils sont sous forme de société, mais finalement ils travaillent seuls, plutôt des prestataires de services, plutôt déjà digitaux. Les budgets d'honoraires sur la partie présentation des comptes, ils sont pas excessifs, hein, je suis dans la moyenne, pour avoir, benchmarké plusieurs fois des confrères, je sais que je suis dans les prix. Par contre, ce que je facture, c'est, mon temps de conseil. C'est-à-dire à chaque fois que je suis sollicitée, sans surprise, ils le savent, je facture par tranche de 30 minutes. Un peu de la même manière que les avocats. Quand on me sollicite pour une question, à partir du moment où on déclenche le chronomètre de 30 minutes, il y a un barème horaire qui est appliqué, et qui est un tarif horaire qui correspond à celui des consultants, je sais pas si on peut dire un prix, hein, faudrait pas qu'on soit accusé de faire de l'entente, mais 150 € de l'heure sur une partie conseil me paraît un barème tout à fait correct, sachant qu'en plus, ils ont un expert comptable en intervenant direct. Donc, en tout cas, pour l'instant, ça pose pas de souci. Donc ça, je trouve, c'est bien parce que on a une difficulté dans la profession, c'est toujours d'arriver à vendre ce conseil. Et je trouve que c'est bien la manière dont tu le présentes, voilà. Toi, tu as décidé de proposer un temps, un sorte de prix temporel, 30 minutes et après tu déclenches le chrono. Ça fonctionne? Est-ce qu'il y en a qui ont été surpris ou pas? Alors sur les créateurs, j'ai eu des réactions de personnes qui me disaient, qu'ils appréciaient l'approche parce qu'ils sentaient que ça allait permettre de la disponibilité de ma part puisque, il y a, la facturation. Mais qui par contre, sur un budget de créateur, trouvaient que ça pouvait être excessif s'ils étaient au moment où ils avaient beaucoup de questions. Du coup, j'avoue que c'est pas ça qui m'a fait baisser mon prix ou modifier ma façon de fonctionner. Je leur ai juste dit: «Bah, dans ces cas-là, allez peut-être dans un cabinet plus traditionnel pendant 1 ou 2 ans, le temps de monter votre structure et puis revenez me voir dans 2 ans quand, la boîte aura les moyens de payer le conseil que je peux vous proposer». Et je trouve ça très intéressant justement que tu mettes, ce barème-là et que tu arrives à donner une force à ton conseil. Tu dévalorises pas déjà ta rémunération, donc c'est super bien. Je trouve, c'est un bon positionnement, hein, tu as raison, hein. Au moins tu arrives à vendre ce fameux conseil, là où d'autres ont extrêmement de mal. Après, c'est pas tous les jours simple. Face à certains entrepreneurs, il y a des gens avec qui j'aimerais travailler parce que, je travaille avec beaucoup d'empathie, je m'attache aux gens que j'accompagne et j'aime souvent, c'est que j'aime leur projet aussi quand je choisis de les accompagner, et du coup, ça me fait un peu mal au cœur quand quelqu'un me dit: «Bah, j'ai pas les moyens au début». Mais je me dis: «Si je déroge à la règle sur un, je vais être obligée de déroger à la règle sur d'autres et du coup, je vais casser ma stratégie et je pourrai plus la respecter. Donc, je me suis fait cette ligne de conduite. Elle est pas toujours facile à tenir.
Après, comme j'ai 2 autres volets à mon activité sur le cabinet et que sur ces 2 autres volets, je facture de la prestation à la journée ou à la demi-journée de conseil sur la base des mêmes tarifs horaires, en fait, voilà, je ce que je n'ai pas du côté TPE-PME, je le compense, sur des activités de conseil annexes, en fait. En fait, cette partie pédagogique, tu expliques au client au départ en disant: «Voilà, il y a ça qui est bien dans la tarification, il y a mon conseil, c'est le temps» et je pense qu'en expliquant, en mettant les bases d'entrée, au moins il sera pas, comment dire, surpris, comme on peut avoir le cas des fois dans certaines lettres de mission où: «Ah, on savait pas avec l'augmentation». C'est une bonne vision. Moi, j'apprécie et justement, c'est un bon conseil ça pour les nos confrères. Je voulais te poser une autre question maintenant. Vas-y. Quels conseils on pourrait donner aux confrères qui souhaiteraient mettre en avant justement les compétences spécialisées? Pourquoi ils devraient y aller? Qu'est-ce que tu pourrais, donner comme, technique ou avantage, pour les motiver, toi? Pour moi, ça permet de, comment dire? De valoriser quelque chose qu'on sait, détenir. C'est aussi un moyen de se faire confiance et d'aller le comment dire? D'aller le faire reconnaître par le conseil, régional, de sa région. On viendra après sur les modalités, pratiques. Je pense que c'est aussi un moyen d'éviter le syndrome de l'imposteur. Ouais, Moi, c'est un syndrome, qui me poursuit, hein, sur plein de choses que je fais, en fait, où je me dis: «Bah, ça, je sais le faire, mais est-ce que je suis légitime pour ça? Est-ce que je suis légitime à facturer des honoraires pour ça?» Le fait d'avoir constitué 2 dossiers sur 2 compétences spécialisées, ça m'a obligée à travailler pour les justifier, ce qu'on disait tout à l'heure et du coup, quelque part, ça m'a mis en confiance avec moi-même sur le fait que je puisse aller facturer du conseil sur ces domaines-là. Donc en fait, c'est ce que je dirais aux confrères et consoeurs qui hésitent, c'est que ça peut être un moyen pour eux d'oser se lancer sur quelque chose qu'ils n'auraient pas fait autrement. Parce que comme ils auront travaillé à constituer le dossier, eh ben, ils vont prendre confiance en eux sur ces matières qu'ils sont capables de proposer. Et du coup, derrière, ils oseront aller facturer des honoraires de conseil sur ces domaines-là. tu as raison, en plus, ça se différencie des autres confrères. Je pense maintenant dans ta région, toi, tu es bien identifié du coup? Alors pour la petite histoire, je suis même identifiée plus loin, je pense. Il y a, quelque temps, c'était au mois d'octobre, je suis intervenue au CRO Centre Val de Loire pour, un atelier autour de la feuille de route numérique avec un autre intervenant et quand je suis arrivée, c'était aux Eaux de Beauval, quand je suis arrivée en fin de matinée, il y avait Lionel Canesi qui était, à prendre une pause dehors. Je suis allée le saluer et il m'a dit: «Tiens, madame Data est là». Donc, je pense que je suis identifiée, en fait. Mais c'est positif, tu vois? Ça te donne de l'envergure. Ou peut-être, tu aurais été, un cabinet, traditionnel, tu aurais peut-être pas pu te différencier par rapport aux autres confrères sur ton lieu géographique pour trouver des clients ou prospects. Moi, je trouve que c'est important de mettre en avant nos compétences spécialisées, parce que ça nous différencie. Ça nous donne une légitimité, comme tu as rappelé et justement, tu madame data maintenant dans la profession. C'est génial ça. Ah écoute, au moins auprès de quelques personnes, hein. Après, j'ai pas de vocation à avoir une dimension, extraordinaire et nationale. Je pense qu'il faut aussi, comment dire? Réussir à équilibrer sa vie, professionnelle, sa vie privée, ses autres sujets de comment dire? De prédilection. Donc voilà, moi mon idée, c'est déjà de ouais, de le faire reconnaître dans ma région et dans ma zone, entre guillemets «de chalandise». Si après je peux contribuer à d'autres choses, c'est aussi ce qui m'a fait rejoindre les élus du conseil régional, Pays de la Loire. C'est, l'idée de rendre à l'ordre ce que l'ordre m'a donné quand moi j'étais expert comptable stagiaire, et du coup de contribuer, bah, avec mes petits moyens, à ce que je peux faire, pour des confrères ou des consoeurs donc voilà, c'est ça me suffit aussi amplement de ce côté-là. Mais c'est top parce que justement, en mettant chacun une petite pierre à l'édifice, ça va apporter aux experts comptables une certaine légitimité. Ou justement, des fois, en n'ayant pas cette compétence spécialisée, il y a des fois des consultants qui vont venir chercher nos clients parce qu'on n'ose pas y aller. Est-ce que tu as déjà été confronté à ça sur certains de tes clients avant d'avoir les compétences? Sincèrement non, parce que comme je te l'expliquais tout à l'heure, j'étais dans un environnement totalement différent pendant une dizaine d'années. Du coup, la typologie des clients, comme c'était des particuliers dans le cadre de la location meublée, on n'avait pas un rapport avec eux qui était celui, du conseil sur l'ensemble de leur activité. Ça, c'était leur autre expert comptable qui s'en occupait. Nous, on intervenait vraiment que sur la partie location meublée. Donc j'ai pas eu ça, en face de moi et aujourd'hui, je t'avoue qu'il y a plus à l'inverse des consultants, comme tu dis, pas experts comptables, qui viennent me chercher pour qu'on travaille en partenariat sur des sujets.
parce que comment dire? Du moment où moi je suis expert comptable, j'apporte une légitimité à l'offre de services conjointe qu'on peut faire et du coup, j'apporte un œil nouveau avec tout un aspect, circulation de flux sur l'ensemble, de l'activité de l'entreprise puisque, bah, on sait comment fonctionne une boîte, de l'entrée des marchandises quand tu as une production jusqu'à la sortie du produit, avec une dimension gestion, RH, logistique, commercial, marketing et j'en oublie, mais on est censé connaître toute la chaîne quand on est expert comptable. Et du coup, les consultants, aujourd'hui, me proposent de travailler en binôme avec eux, justement pour apporter ma pierre à l'édifice sur une offre de service commune. Donc tu as plus d'avantages qu'inconvénients, ce que je constate. Ah, clairement, clairement. Oui, donc tu as pas de points négatifs. Il y a une petite question que je vais te poser, c'est les retombées pour ton cabinet. Donc ça fait pas longtemps que tu l'as, la compétence spécialisée, si je me rappelle bien? Ça fait combien de temps? Non, c'était, au mois de juillet, je pense. Oui, ça a été validé au mois de juillet avant notre assemblée générale des Pays de Loire. Mmh. D'accord, donc ça fait pas très longtemps, mais est-ce que tu as vu un changement avec peut-être des nouveaux clients, nouvelles missions ou des consultants justement qui viennent te chercher? Alors sincèrement non. Comment dire? J'ai assis, les choses qui étaient déjà en cours. Je les ai fiabilisées, mais j'ai pas de développement supplémentaire parce que même si je les ai affichés, sur les réseaux, j'avoue que j'ai pas encore mis le pied sur l'accélérateur sur cet aspect-là en termes de communication. Comme je te le disais, je travaille sur plusieurs sujets à la fois et du coup, faut aussi que je sache me tempérer parce qu'une journée ne fait que 24 heures et une semaine que 7 jours. Donc, je me dis que si je communique beaucoup dessus et qu'on vient me chercher pour ça, bah, au bout d'un moment, je vais avoir un petit goulet d'étranglement en termes de charge de travail. Tu conseillerais quand même aux confrères de communiquer dessus? Ah bah, à partir du moment où on les a, oui, clairement, clairement. Ça peut être que positif. Ouais, c'est tout à l'heure, je parlais du fait de se valider soi-même, de se faire confiance, d'éviter le syndrome de l'imposteur, mais c'est clair que la deuxième étape, c'est communiquer dessus pour les valoriser. Bah écoute, je te remercie. Ce que j'aimerais faire, c'est avant de nous laisser, de faire un petit jeu qui s'appelle Ceci ou cela. Donc ce petit jeu, si Très tu bien, veux, j'ai été un petit peu, comme d'habitude, voir sur les réseaux sociaux pour voir, et je vais te proposer des petits jeux pour que tu me dises ce que tu en penses. d'accord. Allez, on commence. Est-ce que tu es plutôt experte comptable ou entrepreneuse? Entrepreneuse, c'est clair. Très longtemps, j'ai été attachée au titre expert comptable. J'avoue que j'ai eu un moment d'hésitation quand j'ai créé mon activité, ex nihilo en 2020, en me disant: «Est-ce que finalement je suis plus consultante que expert comptable?» mais je suis quand même attachée, au métier, au fait qu'on met du temps à avoir notre diplôme aussi, donc le lâcher est pas simple. Mais dans l'âme plus entrepreneuse. Je le vois quand j'échange avec des entrepreneurs et que je partage leurs problématiques, en fait. Est-ce que tu es plutôt Facebook ou LinkedIn? Alors je suis sur les 2, mais clairement plus LinkedIn. Facebook, Instagram, Twitter, j'y suis plus parce que je voulais pas qu'on prenne «ma place» entre guillemets, que LinkedIn où mais je suis dessus, matin, midi, soir, goûter, nuit, j'ai du mal à le lâcher en fait. Faut faire des pauses aussi de temps en temps, mais je suis comme toi aussi. La troisième, est-ce que tu es plutôt saisie comptable ou automatisation des flux? Faut-il vraiment que je réponde? Oui. Beaucoup plus automatisation des flux. Ça te manque pas la saisie? Ah, bizarrement, pas du tout. Tu es plutôt mer ou montagne? Clairement mer. Déjà parce que j'habite la région nantaise et que ma famille est installée, à Pornichet, Guérande, toute la presqu'île, comment dire? Qu'on appelle presqu'île guérandaise justement, au bord de la mer et de l'océan Atlantique. Après j'ai vécu à Nîmes et j'ai vécu à Marseille, qui était aussi pas loin de la mer, cette fois la Méditerranée et j'ai des attaches aussi au Liban, donc pareil du bord de mer, donc ouais, clairement plus mer que montagne. Plutôt papier ou des maths? Et bah, bizarrement, je reste attachée à mes petits cahiers, même si je suis très, numérique et comment dire? Je suis très démat sur les flux, mais quand je suis, par exemple, en formation, j'ai beaucoup de mal à prendre des notes sur mon ordinateur. Je retiens beaucoup plus de choses et je suis plus attentive à la formation si je n'ai que mon cahier sur la table. Alors c'est aussi parce que si mon ordinateur est allumé, j'ai tendance à être multitâche et avoir plein de sessions d'ouvertes, donc je suis moins concentrée. Je suis beaucoup plus sur plein de sujets.
Par exemple, je peux être sur LinkedIn en même temps que je suis une formation, ce qui n'est pas très bien. Mais du coup, le fait de pas sortir l'ordinateur et d'être avec le cahier, me concentre beaucoup plus. Par contre, mon cahier, il sera pas, monocouleur. J'ai beaucoup de crayons feutres, dans mon cartable, on va dire ça comme ça. Je rêve de me former à la facilitation graphique et au storytelling, parce que, tout ce qui est couleur et visuel me parle beaucoup, en fait. Une autre question, plutôt sucrée ou salée, toi? Alors, pour des raisons de santé, plutôt salé. Le Ah. sucre est pas banni, mais presque. Alors bien sûr que j'aime, comme tout le monde, un bon dessert, un petit gâteau, mais il faut que je sois raisonnable et du coup, je privilégie le salé aujourd'hui. Dernière question, j'ai été voir que tu étais investi pour la protection de notre planète et de l'environnement. Alors, je voulais te poser ta casquette. Est-ce que tu es plutôt Greta Thunberg ou Yann Arthus Bertrand dans ta façon de protéger la planète? Je me sens plus proche de Yann Arthus Bertrand. Je suis beaucoup moins engagée que Greta Thunberg. Et puis, c'est marrant parce que c'est une discussion que j'avais juste avant qu'on échange avec une prospect qui s'engage sur, des choses bio et cetera et c'est ce que je lui disais, je soutiens toutes les personnes qui font ça. Je trouve nobles les causes qu'elles défendent et qu'elles mettent en avant mais je suis pas encore passée aussi loin dans l'engagement, fort, en fait. Donc j'essaye à ma petite mesure, mais je suis pas encore aussi engagée que quelqu'un comme Greta Thunberg. Bah écoute, on arrive au terme de notre interview. Je suis ravi d'avoir passé un moment avec toi, Gaël. Plaisir partagé, Pareil, j'espère que pour les auditeurs, c'était la même chose. On te retrouve bientôt. avec plaisir. Au revoir. À bientôt, au revoir. Avant de vous laisser, j'invite les nouveaux auditeurs à s'abonner pour ainsi être notifiés de la sortie des prochains épisodes. Et pour les auditeurs réguliers du podcast, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et parlez du podcast à vos confrères. Cela permettra de soutenir votre fidèle serviteur. Je vous remercie et je vous dis au prochain épisode.